Vas-y, ok. Vas-y. Franchement, après, toute cette mascarade de PSE, c'est vraiment l'iceberg là qu'ils essayent de camoufler en disant, en tapant sur les CDI releveurs parce que c'est la plus grosse catégorie chez LS Service. Mais il faut savoir que les poseurs en 2022, la fin des marchés de Gaspard s'arrête en 2022. Ça va arriver très vite. Ils savent que les CDI de chantier et les CDD, ils n'ont pas besoin de... vous n'êtes pas en CDI, donc du coup, ils peuvent vous virer comme ça. Donc si on calcule les CDI, là, les 186 postes, plus les CDD et les CDI de chantier, on arrive à quasiment à 400. 400 personnes qui vont quitter la boîte, on est 830 quand même. Et on fait 38 millions de chiffre d'affaires. Hein. Aujourd'hui, à aucun moment on nous parle de CDIC ou ainsi de suite. Aujourd'hui, LS Service nous a dit clairement, le trésor de guerre, on le garde et on ne le partagera pas. On ne donnera rien à ceux qui partent. Mais aujourd'hui, ceux qui partent, ils n'ont pas choisi de partir. Ceux qui partent, ils sont foutus à la porte. Ceux qui partent, ils ont travaillé, ils ont apporté la richesse d'LS Service. Et comment on leur dit merci? On leur dit, tout ce que tu as fait rentrer dans les caisses, c'est à nous. C'est pas à vous. On ne vous donnera rien. C'est gentil, va voir ailleurs. C'est pas lui qui les a remplis, les caisses de la société. C'est vous, c'est avec votre travail. Sans le travail de ceux qui sont sur le terrain, les caisses de la société, elles restent vides. Hein. Et ça, faut le comprendre. Hein. Aujourd'hui, quand on l'écoute, c'est lui qui a tout fait. La société, elle est là où elle est parce que lui, il la dirige. Il nous a confirmé que la société était pérenne. Elle avait de l'argent, mais elle le gardait pour eux. Point barre. Pas pour ceux qui risquent de partir, qui ont des familles, et ainsi de suite. Un PSE, c'est un massacre social. Et quand on parle de massacre social, c'est des assassinats sociaux. Parce que quand vous allez retourner dans vos familles et qu'il y a un soutien de famille qui perd son salaire et qui perd son emploi, les conséquences derrière dans les familles, c'est terrible. Il y a des divorces, il y a des suicides, il y a des mômes qui pleurent, il y a des femmes qui sont désespérées, des mecs... Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter au nom du service public, surtout dans une entreprise qui fait du pognon, et la nôtre qui s'est remplie les caisses et les fouilles avec les poses de Linky et Gaspard. Le PSE aurait pu être évité, et puis aussi... c'est une manœuvre aussi de l'employeur. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que s'ils avaient mis une commission de développement bien avant et développé de nouvelles activités comme là, toutes les nouvelles activités émergentes sont en train d'arriver. Bien évidemment, faire commencer les releveurs à se former sur de la colonne montante, sur de la pose de bornes électriques comme ils le font là, ou sur les nouvelles filiales qu'ils ouvrent chez LS Service, automatiquement, on serait déjà prêt. Aujourd'hui, on arrive à la fin des marchés et les nouvelles activités n'ont même pas commencé. Quand on a commencé la relève des compteurs, quand on a commencé les pauses Gaspard, les pauses Linky, les relèves de gaz et ainsi de suite, on nous a posé des CDI tout en sachant que ce n'était pas des CDI qu'on signait. Ils savaient qu'à un moment, on allait être mis à la porte. Mais ça, ils ne l'ont dit à personne. Ils nous ont dit aujourd'hui, ben viens, tu signes ton CDI. Mais eux, ils savaient que dans 10, 15 ans, ben, tout le monde allait être foutu à la porte. Aujourd'hui, ils parlent de 186 personnes, mais on est loin d'être 186. Très franchement, on est loin d'être 186. Aujourd'hui, on est plus près des 400 que des 186. Réellement, on est dans un désarroi. On nous l'a pas dit il y a 2 ans ou il y a 3 ans qu'on allait se faire virer. On nous l'a dit il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on nous a dit vous allez vous faire virer. Comme ça, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, c'est ça, on est des torchons. On vous prend et dès qu'on n'a plus besoin de vous, ben, on vous met dehors. Vous les avez utilisés au nom du service public. Ils ont été la vitrine comme nous
d'Enedis et de GRDF pendant des mois et des années. Et aujourd'hui, vous allez continuer à vivre avec, en plus, j'ai appris des économies sur le plan de déploiement de Linky qui représentent plus de 180 millions. Si on prend la moitié de cette somme-là, ça permet d'embaucher 1000 personnes. Il y a la responsabilité, sa responsabilité, lui, d'LS Service. Mais moi, je vous dis, lui, à la rigueur, la vraie responsabilité, c'est nos tauliers à nous. C'est les nôtres. C'est les nôtres qui, aujourd'hui, là, vont se féliciter du déploiement et qui vont s'asseoir sur 180 licenciements. Le donneur d'ordre pour notre entreprise, elle est gagnante sur du court terme. Sur du long terme, elle est perdante. Le coût des prestataires est plus important des coûts qu'on a avec les salariés. Pour eux, les salariés, vu que c'est sur de la longue durée, c'est des embauches, elle dit que ce n'est pas intéressant. Et que le prestataire, c'est éphémère, on l'utilise, on n'en a plus besoin, on jette. Ce qui intéresse le patronat, les actionnaires, c'est d'avoir un rapport de force qui leur est favorable dans les entreprises. Donc peut-être que le recours à l'intérim, par exemple, ça peut leur coûter plus cher que s'ils recouraient à des salariés en CDI. Mais ils préfèrent payer cette prime, entre guillemets, supplémentaire par rapport à l'embauche de salariés en CDI, c'est de ne pas avoir à gérer cette main-d'œuvre. Voilà, j'externalise, je prends, je jette. Tout ce qui va concerner les services publics est amené à disparaître. Donc si vous voulez, concrètement, toutes les grosses sociétés sont amenées à externaliser leurs activités au détriment des salariés internes qui sont compétents. Et du coup, si vous voulez, tout ça fait que de plus en plus, on tend vers la précarisation des nouveaux salariés, clairement. Parce qu'on ne fidélise pas, on ne pérennise pas les emplois. On tend toujours vers des contrats beaucoup plus précaires. La précarisation est aussi le modèle recherché par ceux qui le prônent, par les employeurs, pour fragiliser au maximum le salariat pour qu'il ne puisse pas se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'à tout moment, sachez que je peux vous externaliser. À tout moment, sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que vous. À partir de l'explosion de la relève et l'obtention de plusieurs marchés au national de relève d'électricité et de gaz, KLS Service a commencé à grandir. Vu que les services étaient assez sérieux, donc du coup sont déclinés en plusieurs offres avec la pose de compteurs élec et gaz. Mais si vous voulez, la plupart des salariés qui ont fait ces activités-là sont des salariés avec des contrats temporaires. CDI de chantier, c'est-à-dire une fois qu'il y a le chantier est terminé, les salariés doivent quitter l'entreprise. Le type de contrat que j'ai, c'est un CDIC. C'est un contrat à durée indéterminée de chantier. En fait, c'est un contrat qui se termine quand le chantier il est terminé. C'est-à-dire quand l'activité elle se termine, et ben mon contrat se termine aussi. Mon contrat il a commencé donc avec les compteurs. Là je suis sur un autre marché, mais je suis toujours en parallèle avec les compteurs. Je suis sur un marché donc qui va se terminer à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, mon entreprise va sûrement me demander de revenir au compteur ou de faire une autre activité. Ou bien ça va se terminer et puis je serai comme un intérimaire à la fin de mon contrat, quoi. On me serrera la main et puis on dira merci pour tout, au revoir. Pour le coup, il n'y a pas plus inhumain comme contrat que le CDIC. On vous fait croire, voilà, on met CDI dans le titre pour faire briller les yeux, mais la finalité, comme je disais tout à l'heure, un CDD est bien mieux loti qu'un CDIC. Il a des primes de précarité, alors que le CDIC, il est tout aussi précaire, sauf que rien du tout. Merci, au revoir. Donc, l'avenir, il est sombre. Il y a moins d'avantages, et puis on repart avec, quand on termine avec moins qu'un CDD ou qu'un intérimaire, exactement. On a la connaissance du gaz, puisqu'on manipule le gaz. C'est dommage d'avoir eu une formation quasi en continu pour après s'arrêter et puis que je recommence à zéro ailleurs, quoi. Et puis surtout, si par exemple, chez GRDF, ils embauchent quelqu'un qui arrive d'une autre branche, eh ben, il va falloir lui apprendre tout et repartir à zéro sur les connaissances.
Alors que nous, on arrive, on a déjà un pied dedans, on est là, on est des techniciens on a un pied dans le gaz, quoi. Ça serait dommage de le perdre, autant pour les entreprises qui travaillent dans le gaz que pour nous-mêmes. Tous les sous-traitants sont formés. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on les intègre pas au statut. Dans nos entreprises, on ne les embauche pas pour faire le boulot, parce que le boulot, il y en aura. Vous savez, le CDI chantier a été créé uniquement pour pouvoir embaucher les salariés pendant une période bien donnée. Et derrière, on ne pérennise pas l'emploi. Ça reste quand même un contrat précaire, parce qu'avec un CDI de chantier, vous ne pouvez pas avoir de crédit, vous ne pouvez pas vous projeter, parce que vous avez la date de fin de votre contrat, en quelque sorte. Sur le papier, il a un CDI, mais aux yeux des administrations, on va dire bancaires ou autres, ou locatifs, le salarié est considéré comme un salarié, même pas en intérim, mais en CDD, longue durée. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça aujourd'hui? Si je gamberge, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé avoir des projets immobiliers ou des choses comme ça, mais c'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible du tout. On peut pas, en fait. J'en ai parlé avec un banquier. Mon banquier ne trouvait même pas CDIC en fait sur son ordinateur quand il a commencé à remplir pour une demande de crédit. Ça n'existait pas sur son ordinateur CDIC. Alors, comme on dit, soi-disant, c'est censé être considéré, d'après notre président, c'est censé être considéré par les banques et tout ça comme un CDI normal. Sauf que sur place, le banquier me dit, ouais, c'est bien beau, mais dans 5 ans, tu les payes comment tes traites après? Qui me dit que dans 5 ans, ton salaire va pas baisser de 30-40% et que tu puisses plus assumer et que tu dépasses le taux d'endettement autorisé. Donc, avec toutes ces questions-là qui restent sans réponse, merci, au revoir. Pas de projection. Ça doit être la loi de l'offre et la demande. S'il y a des marchés qui se développent et qui sont acquis par mon entreprise, peut-être que ça nous servirait dans l'avenir. Peut-être qu'on aurait des nouveaux contrats autres que CDIC, puisqu'en tant que CDIC, on peut pas se projeter. En tant que CDIC, moi par exemple, je sais que je peux travailler encore 6 mois, comme je peux travailler encore 3 ans. La sous-traitance précarise tout le monde, et on sait que la précarisation, au-delà des conditions de travail d'ailleurs, ruine des vies totalement. Donc ça ruine des vies, évidemment, parce que quand je suis précaire, évidemment, c'est plus compliqué faire des projets sur l'avenir, faire des projets personnels, de réalisation de soi et d'émancipation. Mais également, ça remet en cause énormément de choses en termes de satisfaction par rapport au travail bien fait, d'estime de soi. On essaye de pas trop y penser, mais la finalité, c'est que la fin de contrat, on va essayer de pas être trop noir, mais en étant réaliste, c'est possible aussi que ce soit le début de la fin pour moi. Moi qui peut dépendre absolument que de moi, je perds mon travail, je perds tout. Combien de temps je pourrais survivre sans rien du tout, en fait? Très souvent, on sait comment ça se passe, tout ce qui est administratif et tout. Pour que le premier paiement du chômage, il va intervenir 3 à 4 mois après. Moi, ces 3-4 mois-là, j'ai absolument rien. L'idéal pour moi, ce serait que de toute façon, c'est de quitter ce travail avant que mon contrat arrive à terme. Parce que sinon, je vais me retrouver dans la grosse difficulté. Le fait d'être seul, de devoir tout gérer tout seul, il y a un côté où c'est plus dur. Mais moi, j'aurais pas aimé me retrouver fin de CDIC avec des enfants aussi. Si mon contrat il était amené à se terminer à la fin de l'année ou dans une année, même si c'est reporté, de toute façon, c'est toujours une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. On n'a pas la sécurité de l'emploi. On n'est pas sûr d'être là dans X années. On ne sait pas si on peut évoluer ou non. On ne sait pas si on peut avoir un suivi de carrière, puisque si on fait un CDIC là, et qu'après je retourne en CDD, et qu'après je fais de l'intérim, au final, j'avance pas. Même si je travaille, j'ai des salaires, je suis payé, mais au final, j'avance pas. Dans ma vie personnelle, j'avance pas. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut tous évoluer, on veut tous avoir une situation, et surtout, on veut avoir une sécurité. Moi, je veux être sûr et certain que
que voilà, l'année prochaine, que je puisse partir en vacances avec ma femme et mon enfant, sans me dire comment on va faire, si je suis au chômage, comment on va faire. On n'a pas les moyens de s'acheter une bagnole, et une bagnole correcte, voilà. Tout ça, ça pèse un peu, même si bon, je suis pas là tous les jours à me le marteler, parce que sinon on vit pas. Mais malheureusement, ça fait partie des choses qui font qu'on n'est pas serein tous les jours, quoi. On voit une logique d'ubérisation qui peut prendre évidemment des formes tout à fait diverses. Cette logique, c'est tout simplement la précarisation du travail, c'est le fait qu'on ne veut pas avoir un statut comme autrefois, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle les 30 glorieuses. On veut passer vers des formes beaucoup plus souples, beaucoup plus maniables, et aussi avoir une certaine individualisation de la force du travail. Et évidemment, la meilleure manière d'individualiser le travail, à travers des techniques managériales tout à fait appropriées, c'est de casser un contrat salarial qui était réputé autrefois d'être rigide. Donc la fin de la rigidité de la force du travail qui est le début d'une certaine flexibilisation. Et cette flexibilisation concerne les formes de rémunération, les horaires du travail, les conditions du travail, et on arrive à cette idée du travailleur jetable, c'est-à-dire que on peut utiliser la force de travail un peu à l'instar d'un robinet. On a soif, on a besoin d'eau, on ouvre le robinet, on n'a plus besoin d'eau, on ferme le robinet. Je pense qu'on est énormément dans ce cas-là. Aujourd'hui, de plus en plus, les grosses boîtes font appel à la sous-traitance. Mais voilà, on est en train de créer on crée de la précarité partout, on crée des gens au bord du gouffre, en fait. Si on prend un appel d'offres, il n'y a aucun donneur d'ordre qui va dire « je recherche le moins 10 ans ». Il va dire « je cherche le mieux 10 ans ». Sauf que c'est les marchés de dupes, parce que pour gagner les marchés, il faut quand même rogner sur les marges et proposer les prix potentiellement les plus bas possibles. Donc évidemment, le sous-traitant, une fois qu'il a remporté le marché, qu'il a les prix les plus bas possibles, il n'y a pas de secret, hein. L'économie, c'est pas de la magie, la comptabilité, c'est pas de la magie. Il va rogner sur quoi? Sur les conditions de travail des salariés, du sous-traitant. Il va rogner sur quoi? Il va rogner sur la masse salariale, forcément. Voilà. Donc ça, c'est un engrenage qui est terrible, parce que où ça s'arrête? C'est la mise en concurrence généralisée. C'est la concurrence d'abord entre les prestataires, qui se mettent en concurrence à la fois sur le prix, mais aussi sur le périmètre des prestations qu'il s'agit de donner. Donc il y a un problème de qualité et de qualification. C'est une concurrence entre les salariés. Par exemple, il y a des salariés qui sont plus ou moins sédentarisés, qui travaillent sur un site. Il y a d'autres qui sont en itinérance. On le voit par exemple sur les grands déplacés dans le nucléaire. Il y a beaucoup de transformations là-dessus dans la mise en concurrence qui concerne à la fois les effectifs, les équipes de travail et les individus eux-mêmes. Et à travers cette mise en concurrence, on a un approfondissement des logiques d'individualisation et une difficulté pour les résistances d'en bas de se coaguler pour former une sorte de contrepoids ou de contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir du donneur d'ordre. Les grosses sociétés se débrouillent pour déléguer le plus possible à des sociétés qui sont intéressées que par le bénéfice, en fait. Le côté humain, il n'existe pas du tout dans ma société. Mais quand je vous dis il n'existe pas, il n'y a pas de côté humain dans ma société. C'est la productivité et c'est tout. GRDF s'est toujours vanté d'être transparent de ce point de vue-là. Les entreprises ne sont pas choisies par leurs compétences, les entreprises sont choisies au moins 10 ans. C'est-à-dire, c'est celui qui va proposer des tarifs les plus bas pour les chantiers. Très clairement, le donneur d'ordre, quand je dis donneur d'ordre, je ne parle pas de l'entité GRDF, je parle de la direction, des actionnaires de GRDF, effectivement, qui gagnent. Je ne pense pas que le salarié de GRDF gagne à ce qu'on sous-traite une partie de son activité. Le donneur d'ordre, lui, il gagne très, très clairement. Alors, il y gagne sur quoi? Il y gagne évidemment sur l'idée qu'il n'a pas à s'occuper de contrats de travail, mais uniquement de s'occuper d'un contrat commercial plus facilement résiliable, plus facilement malléable, etc. Qui gagne également
On pourrait dire l'entreprise sous-traitante. Effectivement, lui, elle trouve de l'activité. Les grands gagnants, effectivement, sont les actionnaires, les actionnaires de ces entreprises-là, qui, à la fin, évidemment, cette rentabilité permet d'alimenter les dividendes, etc., etc. Et dans les objectifs de démantèlement du service public, forcément, il y a quand même des requins, hein, je pense qu'il faut les appeler comme ça, qui se positionnent pour récupérer des marchés captifs, finalement, parce qu'on aura toujours, a priori, au moins à moyen terme, on aura toujours besoin de gaz. Parmi les perdants, effectivement, si on continue sur les salariés, évidemment, c'est les conditions de travail. Là, les conditions de travail, tout le monde y perd quand on est salarié. Parce que le salarié du sous-traitant, bon, on imagine très bien dans quelle mesure il perd, hein, des conditions de travail dégradées, des cadences infernales, des formations qui n'ont pas forcément lieu et qu'on envoie les salariés directement sur le terrain, installer des compteurs par exemple. On parle de gaz, hein, on ne parle pas de choses banales en termes de danger. Quoi qu'il en soit, en termes de société prestataire, si vous voulez, il y a toujours le problème de la rentabilité et il y a toujours ce souci où on est soumis à objectif, quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours fermer les yeux sur le salarié qui va faire beaucoup plus de compteurs. Même si le salarié, en faisant plus, ne va pas forcément retrouver les bénéfices sur la fiche de paye, mais on pousse le salarié à en faire toujours plus. Elle est là la problématique. Donc, on est dans des conditions de travail pas forcément normales où personne ne vérifie rien. Alors, normalement, GRDF a mis en place des contrôleurs, mais on n'a aucune remontée par rapport à ce qui se passe. Alors pour le compteur Gaspard, on partait donc de notre entrepôt le matin. Il fallait être à 8h, prêt à 8h à l'entrepôt. On partait de notre entrepôt le matin. On avait un petit PDA avec une liste d'adresses et un nombre de compteurs à faire dans la journée. Et puis il fallait qu'on fasse ces compteurs-là dans la journée. On nous demande de tenir des cadences qui sont assez élevées. On nous demande toujours d'optimiser au mieux. Quand on a un problème ou une fuite, par exemple, on est obligé de rester sur site, on est obligé de rester sur place et d'attendre le technicien de l'urgence. Donc ça fait perdre du temps. Et puis après, forcément, on ne peut pas finir la journée, mais même avec ça, on nous demande quand même d'accélérer la cadence, de tenir un rythme qui est vraiment soutenu, quoi. C'est industriel. Faut faire du compteur. Pour les prestataires, tous ceux qu'on a vus se plaignent de leurs conditions de travail, mais ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. Quand on les voit sur le terrain, ils sont avec des chariots, ils sont avec des sacs de course où ils mettent leurs compteurs, un chariot avec des outils, une bouteille pour faire pipi dedans, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Vraiment, c'est des situations qui sont tristes, mais on le dénonce, mais on n'arrive pas à faire autre chose. Nos directeurs, ils nous disent que ça ne nous regarde pas. C'est les conditions de leur employeur. C'est se dégager des responsabilités. C'est une aubaine, la sous-traitance, en fait. Si demain, il y a un mec, il fait mal son travail, il y a une catastrophe, un incendie, voire une explosion, GRDF, ils ne sont pas concernés. Ma société, ils ne sont pas concernés. Quand on va leur expliquer, ouais, mais vous avez vu les cadences imposées par rapport à ce qu'on nous expliquait pendant la formation, ça n'a rien à voir. On va nous dire, ouais, mais tu as signé un contrat. Pour la réalisation, les salariés qui sont sur le terrain, pour la rentabilité, parce qu'on met la pression, moi, à chaque fois que je me déplace sur le terrain, les salariés me disent leurs difficultés. Moi, les difficultés des salariés, je les comprends, mais la sécurité des tiers et des biens et des intervenants de GRDF qui vont, eux, intervenir en tant que SIS sur la chaîne de sécurité, leur sécurité, sont aussi primordiales. On ne peut pas dire, parce qu'on doit avancer vite, qu'on doit ne pas réaliser l'activité correctement. Et c'est aujourd'hui ce qu'on constate sur les chantiers. Vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler dans de bonnes conditions si vous devez faire 2 fois plus que ce que le plan de prévention prévoit aujourd'hui, clairement. Vous êtes constamment sous pression et ça, c'est la réalité du terrain.
On a eu quelques agressions verbales, physiques, sur la pose de compteur. Quand vous avez des clients qui sont contre la pose de compteur, notamment beaucoup plus en Linky qu'en Gaspard, et que les compteurs sont accessibles et que vous avez certains clients qui sortent avec des fusils ou même d'autres où ils font de l'agression verbale, indirectement les salariés le ressentent ça, et c'est très anxiogène aussi pour les salariés, surtout que vous savez, LS Service a été attributaire de marché de saturation. Donc, qui dit marché de saturation, c'est-à-dire que au premier passage, les clients n'ont pas voulu que le compteur soit changé et on renvoie des techniciens sur le terrain et la situation n'a pas changé. La situation dangereuse, elle va être beaucoup plus sur les marchés de saturation. Quand vous avez un fichier qui n'est pas à jour et qu'on vous dit que le compteur est dehors alors qu'il est à l'intérieur, tous ces petites mauvaises informations fait que le salarié, quand il arrive sur une situation, peut prendre un peu plus de temps, du coup, indirectement créer du stress. Et puis aussi, il y a la difficulté aussi sur certains compteurs des triphasés, où chez nous, en termes de technicité, il y en a certains qui ne maîtrisent pas. Et vous avez aussi la vétusté du réseau qui peut aussi rentrer en compte. On nous demande de faire un chiffre journalier qui se situe entre 35 et 40 à peu près, tant en recensement qu'en changement. Si je tombe sur une rue par exemple, où ici, si j'ai 40 maisons à recenser et puis j'ai 40 d'étendeurs à changer, bon, je ne pourrais pas faire les 40 dans la journée, c'est impossible. Si je recense toute la rue et que j'ai 40 recensements purs, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire de changement, là, d'accord, ça va me prendre dans la journée et puis là, là, le chiffre, il sera respecté. On a un classement qui est fait des meilleurs, enfin, de ceux qui installent le plus de compteurs et puis de ceux qui en installent le moins, qui est mis comme ça, bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Et après, le plus important, c'est pas d'en faire le plus, c'est de le faire correctement, parce que si on est obligé de revenir ou si on met en danger n'importe qui, que ce soit une famille qui vit dans ce pavillon ou la personne qui promène son chien en train de fumer une cigarette, nous, notre responsabilité, elle est engagée. Et puis, le plus important, c'est ça, c'est de travailler en sécurité et de mettre tout le monde en sécurité, surtout. En tout cas, pour ma part. Juste moi, à mon petit niveau, le gaz, ça touche des vis et on ne sait pas ce qui peut se passer. Je sais qu'il y a des fois, des techniciens, ils ont fait des interventions. Ils rentrent chez eux le soir, ils ne sont pas tranquilles. Est-ce que ça a bien été fait? Si, ouais, parce qu'on me pressait, le stress, patati, patata. C'est des questions qu'on ne devrait même pas se poser. C'est du gaz. Normalement, le gaz, on vient, si on touche, c'est carré de A à Z, on repart, tout est carré. Et hélas, quand on ramène des sous-traitants qui voient que le bénéfice, ça, c'est des choses qui vont se perdre. C'est clair que le nombre d'interventions, il est plus élevé que ce qu'on peut faire. Après, malheureusement, on nous dit on nous demande une cadence industrielle, alors nous, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut aller vite. J'étais sous-traitant avant de rentrer dans l'entreprise. J'ai des camarades et des collègues qui sont dans le... J'ai vécu ce qu'on leur demande. Je les comprends, puisque j'ai fait ce qu'on leur demande. Et à un moment donné, on arrive à la limite. Et je ne vais pas dire bâcler le travail, parce que ce n'est pas des gens qui bâclent le travail. C'est des gens professionnels. C'est des gens comme moi, aiment leur métier, aiment ce qu'ils font, parce que c'est leur gagne-pain, et ne jouent pas avec leur gagne-pain. Le problème, c'est qu'on va leur demander de faire des choses qui sont limites et qu'ils vont accepter. Mais ils n'ont pas le choix. Et c'est regrettable. Eux-mêmes le disent de cette façon. Ouais, je sais que c'est pas tout à fait ça, mais je fais ce que je peux. Parfois, on a des phénomènes de multirattachement, en ce sens que les prestataires peuvent travailler dans une entreprise. Ils sont sous la coupe, en quelque sorte, de leur propre management, et en même temps, ils sont contrôlés par des formes de surveillance du donneur d'ordre lui-même. Et du coup, il y a toute une série de pressions qui exercent sur eux, à la fois du donneur d'ordre et de leurs entreprises, et pour rentabiliser le temps, pour éviter les attentes, pour en quelque sorte utiliser pleinement le temps de travail en évitant d'avoir des creux. C'est dans toutes les sociétés.
il va y avoir des techniciens qui vont oser parler, qui vont quand même dire « ouais non, ça marche pas comme ça, je veux pas ». Mais il y a aussi, hélas, ceux qui, voilà, ils ont des familles à vivre et à faire vivre. Ils veulent pas se faire d'histoire, ils veulent conserver leur travail. Encore une fois, je peux le comprendre aussi, hein. Je peux le comprendre aussi, hein. Mais en fait, la finalité, c'est que ça tire tout le monde vers le bas. Parce que pourquoi lui, il arrive à faire ça en 1 heure, il en a fait 10, et toi, en 1 heure, t'en as fait 5. Comment ça se fait? Et après, et ça marche comme ça. Et dès qu'on arrive, parce qu'il faut aller d'une adresse à une autre, après, il faut aller voir monsieur le client, il faut pouvoir rentrer chez lui pour pouvoir arrêter les différents appareils à gaz. Si c'est un pavillon, on sait que ça va. L'ouvrage ici, il va avec le pavillon, donc on n'a pas besoin de faire de repérage ou être sûr que le compteur il va bien avec le pavillon. Voilà, quand on est en gaine, en immeuble, on a besoin de vérifier que le compteur il alimente bien le logement. Donc on fait ça s'appelle une VPG VAG. On est obligé de le faire. Et puis tout ça, ça prend du temps. Et en plus de ça, après, il y a l'intervention. Donc après, on doit mousser pour vérifier s'il n'y a pas de fuite avant qu'on arrive, parce que sinon, elle va nous être imputée. Et vérifier. Ensuite, on doit faire l'intervention en suivant les normes prescrites par GRDF. Ensuite, on doit faire, à la fin, on doit attendre la rotation compteur, voir s'il n'y a pas de fuite. Et après tout ça, si tout est OK, si tout se passe bien, on a des documents à remettre au client. Et aussi, on doit remettre les appareils à gaz en service avec le client. Vérifier que ça fonctionne bien, que le client il a bien du gaz qui arrive chez lui. Donc tout ça, et puis après, on passe au client suivant. Avec les nouvelles technologies, les outils qu'on a, si vous voulez, les PDA, les machins, on peut géolocaliser le salarié. Donc après, à partir du moment où vous avez votre chef hiérarchique qui vous appelle en disant bon là il faut que tu te dépêches un petit peu, bon je te rajoute 3 compteurs. Au final, vous savez jamais à quelle heure vous allez terminer. Donc concrètement, il est là le problème. C'est pas, on vous donne une tâche, vous avez par exemple, je sais pas moi, admettons 10 compteurs dans la journée, et puis c'est terminé. Il y a toujours ces variables qui font que si vous finissez avant, on peut vous en rajouter. Donc à partir de ce moment-là, la charge de travail n'est pas maîtrisée et les salariés ne connaissent pas sa charge de travail en amont avant de prendre son service. Ils travaillent tous au rendement, ils ont un quota de compteurs à faire par jour, et au-delà de la quantité normale, ils sont payés à la pièce et non à l'heure ou au temps passé. Ils sont vraiment payés à la pièce. Ce qui met en danger, quand on dit travail à la pièce, déjà dans leur journée, ils sont bien chargés. Et s'ils doivent faire plus, à un moment donné, comme tout être humain, on va dévier le problème pour essayer de rentabiliser notre journée un maximum. Et c'est là où la sécurité des tiers et des biens est mise en danger. Les salariés, en tout cas, de ce qu'ils me disent, ils sentent ça comme une injustice. Parce que si vous voulez, encore une fois, dans le meilleur des mondes, le boulot est fait. Et derrière, c'est à la société de désigner à la tête du client qui a les primes ou pas. Donc, indirectement, c'est la carotte et le bâton. C'est-à-dire que celui qui va faire, au lieu de 15 compteurs, 20 compteurs par jour et qui, à la fin, qui se voit retirer sa prime, les mois d'après, il va faire en sorte de tout faire pour qu'il ait la prime. Et indirectement, on tient les salariés avec ce système de prime. Il n'y avait pas de minimum, mais le nombre d'interventions qu'on nous donnait tous les jours, ça changeait. Alors un coup, on avait 24 interventions à faire dans la journée, un coup, on en avait 27, un coup, on en avait 21, un coup, on en avait 24. Enfin, voilà, ça a changé, mais ça tournait toujours entre 20 et 30, ouais. Entre 20 et 30. Et puis après, si on avait un collègue qui avait une fuite, par exemple, et qui est obligé de rester ici, ces rendez-vous, on les dispatche aux autres qui sont dans le coin. Et puis ça, ça fait encore du travail en plus. Et puis s'il y a une personne absente, c'est pareil, puisque les rendez-vous, ils sont pris avant. Donc il faut les honorer, ces rendez-vous-là. Et du coup, on dispatche tous ces rendez-vous et puis toutes ces interventions aux techniciens qui sont venus travailler ce jour-là. Et puis on a déjà notre journée de travail, plus on nous en rajoute. Après, ça fait beaucoup, quoi. Et à chaque fois qu'on vous dit que si vous devez faire 15 compteurs et que tous les jours on vous en fait faire 20, indirectement le salarié part avec la boule au ventre sur le terrain. Les conditions, c'est pas du tout les mêmes qu'à GRDF. Les mecs, comme je vous dis, déjà 5 chantiers au lieu de 2. Ils ont des pressions énormes. Moi, j'ai des collègues.
Il y a des mecs qui ont déjà fait des crises cardiaques hein, sur chantier. Bon, après, c'était des vieux plombiers, hein. Des grosses pressions, ça c'est sûr. Hein. Les mecs, faut finir vite. Une fois qu'ils nous ont vus, nous, ils prenaient vite leur voiture, ils allaient ailleurs. Enfin, quand on venait, qu'on regardait le chantier, enfin, on avait l'impression qu'on était gardiens de prison, quoi. Les mecs, ils étaient stressés dès qu'on arrivait. On s'est dit, il y a un loup, c'est pas possible. Je pense que vraiment, on nous a fait... Je pense que leur direction, enfin leur chargé de travaux devait vraiment les presser comme des citrons, leur dire, il faut faire ça en tant de temps, ça en tant de temps, ça. Je pense que le fait que ça soit au moins 10 ans et au rendement, les mecs qui devaient se speeder, ils disaient, si on a une minute de retard, waouh, c'est... En plus, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'en Île-de-France, il y a les temps de transport aussi. On ne sait jamais combien de temps on va mettre pour aller d'un chantier à l'autre. Donc je pense que les mecs, ils vivaient leur journée à 100 à l'heure. Je pense qu'ils étaient sous une pression constante à se dire, est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce que je vais pouvoir faire ce qui était prévu? Est-ce que tout ça? Les marchés qu'on a actuellement, on a à l'Est, ce qui représente, donc on a le 93, le 77 et le 91. Donc ça c'est des lots où ça peut être mélangé, on peut avoir du 91 et du 77 dans le même lot. Suivant son lieu d'habitation, c'est clair que ça peut faire loin. Moi j'ai déjà fait plus d'1 heure de route, mais le maximum, j'ai un collègue qui a eu 2 heures de route et avec des bouchons quoi. Ça peut être aléatoire puisque si j'habite à 10 km et puis que c'est 10 km de bouchons et que ça me prend 2h30, faut le justifier, mais ça après c'est au cas par cas et puis c'est technicien par technicien. Comme en fait c'est chacun pour sa peau quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est chacun pour sa peau. Chez nous on est une entreprise, on est une scope, tout ça. On nous dit on est une famille, tout ça, mais c'est chacun pour sa peau. Quand on a des problèmes comme ça à régler, il n'y a que la personne que ça concerne et puis personne d'autre. Et donc on règle nos problèmes comme ça. Quand j'étais rentré, j'ai été choqué de voir que tous les mois, ils mettaient les résultats des techniciens. En fait, pour comparer. Vous voyez, lui, il en a fait beaucoup plus que toi, hein, mais lui, il a fait... lui, pas terrible. C'est quoi ça, en fait? On est tous dans le même bateau. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il en a fait 5 de plus sur un mois ou 10? Ils font une espèce de concurrence. Il y en a qui... Il y en a, pour le coup, je suis obligé de dire des idiots qui, tout simplement, pour être en haut de la feuille, en espérant être un peu mieux vu, en espérant, je sais pas, peut-être un hypothétique CDI qui arrivera jamais, parce que, par contre, vous inquiétez pas, c'est pas parce que votre CDIC, il y a écrit 2023, c'est fini, que ça va forcément s'arrêter, vous inquiétez pas, vous avez vu, on fait ci, on fait ça, ouais, bah... D'accord, moi je sais pas poser des panneaux solaires, je sais pas, je sais pas installer des bornes électriques, c'est pas ça mon travail. Ils aiment bien vendre du rêve. C'est aussi un procédé d'individualisation du travail. Donc il y a toute une stratégie managériale là-dessus pour casser les collectifs du travail et du coup atténuer la solidarité avec des réseaux d'entraide, de passage d'informations entre les anciens et les nouveaux. C'est-à-dire une déstructuration des collectifs du travail qui automatiquement casse la chaîne de la transmission intergénérationnelle et affaiblit tout simplement la résistance du collectif vis-à-vis des réformes ou vis-à-vis tout simplement le pouvoir managérial. Et puis ça envoie un message à tous ceux qui ont plus ou moins une protection que leur offre leur statut dans leur emploi actuel, en disant tu peux être sous-traité, fais attention. C'est une pression symbolique qui est mise, c'est-à-dire tiens-toi à carreau, d'autres pourraient tout à fait faire le travail d'une autre manière. Il suffit que je sous-traite et tu verras que tu n'es plus aussi indispensable que tu ne le crois. Voilà, donc évidemment c'est une pression de toute cette balkanisation des activités, c'est aussi une tentative de balkanisation du salariat, ce qui est évidemment dangereux. Parce que je pense que évidemment, dans un mouvement émancipateur, il faut que le salarié de l'entreprise sous-traitante, évidemment, doit être le collègue en fait, de l'entreprise donneuse d'ordre. Donc voilà, il faut absolument que cette conception-là existe. Et
ça existe, elle existe chez les salariés en disant ok, je travaille chez le donneur d'ordre, mais je ne considère pas le salarié du sous-traitant comme mon larbin. C'est quelqu'un qui fait la même activité que moi, on peut se retrouver ensemble sur des chantiers. Sauf que le patronat, il ne l'entend pas, ça. Le patronat, au sens large, donc qu'il s'agisse du patronat du donneur d'ordre ou du patronat de l'entreprise sous-traitante, lui, il veut pas de cette unité du salariat. Donc lui, il a tout intérêt à continuer à balkaniser, hein, selon la règle du diviser pour mieux régner, c'est toujours plus efficace. Il faut dire aussi que dans ce cadre-là, y compris l'encadrement intermédiaire, l'encadrement de proximité, se trouve mis en cause parce que son rôle devient plus ou moins, je dirais pas décoratif, mais il n'est plus un facteur de décision sur l'avenir des salariés, la formation, le transfert des compétences, enfin tout ce qui constituait un peu l'idée que le collectif du travail était vivant. C'était un organisme où différents professionnels échangeaient, vivaient ensemble et produisaient efficacement ensemble. Moi, je suis rentrée en 2011. Donc j'étais jeune embauchée. Dans nos stages eux-mêmes, ils nous parlaient déjà de la sous-traitance. Ils nous incitaient fortement, en fait, tout était fait en sorte pour qu'on sous-traite les chantiers. Moi, à l'époque, clairement, j'étais jeune, je venais de ma province, je voyais pas les enjeux. C'est bien plus tard, une fois que j'ai... Peut-être 2-3 ans plus tard, donc j'étais encore chargée d'affaires, c'est là que je me suis dit, en fait, on s'est tiré une balle dans le pied. Nous, chargés d'affaires, on a fait en sorte que la politique de GRDF d'externaliser se fasse, mais fluide, quoi. C'est fluide, c'est normal, et c'est nous qui nous sommes tirés une balle dans le pied. On a tiré une balle dans le pied à l'exploitant, en fait. Ça veut dire que maintenant, tous les chantiers sont faits en externe. Nos exploitants ne savent plus faire un chantier. Ils n'ont plus les compétences. Et on ne leur donne pas, bien sûr, c'est pas le but. Aujourd'hui, nous avons des salariés qu'on a cantonnés dans une activité qui s'appelle l'activité clientèle, volontairement, pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est aux salariés de se manifester pour apprendre le métier, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, les salariés doivent quémander l'apprentissage de nos métiers. Qu'avant, quand on arrivait dans l'entreprise, il y avait un cursus professionnel et au bout d'1 an, on était apte à exercer notre métier en toute sécurité. On dévalorise le métier de technicien. Alors oui, on va nous dire qu'ils ont l'astreinte. Mais s'ils ne pratiquent pas régulièrement, au bout d'un moment, l'astreinte, ils vont arriver, ils vont juste fermer les robinets, puis ils vont attendre que l'entreprise externe arrive. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Ou voire même les entreprises vont prendre l'astreinte. Sauf que c'est pas GRDF. C'est pas GRDF. Notre cœur de métier, c'est la maintenance, c'est les constructions de réseau. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne dans notre entreprise qui sait faire tout ça. Alors, il y en a certains, je dis pas qui... Mais il y en a très peu. Aujourd'hui, les anciens, ils ont 40 ans. Il n'y a plus d'anciens à 60 ans qui venaient, qui nous expliquaient que les anciens parts, on ne renouvelle pas leur poste. Donc du coup, ça fait une perte d'expérience et une perte de salariale, quoi. La sous-traitance, ça amène à ça, en fait. À une perte de compétences et indéniablement la perte du statut. Parce que s'il y a moins de monde pour faire l'IS, il y a moins de monde, tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier, on est une entreprise de service public. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre le cœur même la définition de service public, puisque c'est ces entreprises externes qui font notre travail. Quand j'ai connu l'entreprise, la terrasse, elle était déjà sous-traitée. Et on a commencé à sous-traiter toutes les activités. Le renouvellement des réseaux, les branchements, les réparations. Aujourd'hui, pratiquement tout notre métier a été sous-traité, pratiquement. Quand on regarde, je peux dire 90% du métier de réparation ou de renouvellement des réseaux. Le renouvellement de réseau, c'est simple, c'est 100%. 100% des réseaux sont renouvelés par le prestataire. Nous, on ne touche plus. Et ce qui génère une perte de compétences, une perte de connaissances. Ces pertes de compétences et de connaissances vont avoir une répercussion sur la sécurité des tiers et des biens. Puisque quand on ne connaît pas la matière, quand on n'a pas travaillé la matière, on ne peut pas connaître ses vices. Pour intervenir, on nous dit on doit faire juste une mise hors danger. C'est regrettable.
d'arriver aujourd'hui, on transmet les connaissances verbalement, parce que on n'a plus l'activité nécessaire de façon à maintenir les connaissances dans le temps. Aujourd'hui, il y a des matériaux qui arrivent, des appareils qui arrivent, on ne les connaît pas. Les salariés ne les connaissent pas. Et une grande partie des salariés ne peuvent pas construire un branchement ou ne peuvent pas intervenir sur le réseau. Parce qu'ils n'ont pas ces compétences. Et on ne leur donne plus ces compétences. Externaliser massivement signifie dans une certaine mesure organiser la fuite de certaines compétences. Et lorsque le cœur du métier des compétences d'une entreprise se trouve mis en cause, ça signifie qu'à moyen et à long terme, l'entreprise peut être perdante. Et même le rapport de force entre le donneur d'ordre et les prestataires peut s'inverser dans la mesure où la maîtrise du capital en termes de savoir, de compétences, de savoir-faire, d'innovation en quelque sorte, peut passer à l'autre bord et du coup avoir un renversement de dominance entre le partenaire et le donneur d'ordre. Nos métiers sont dévalorisés. Le travail en lui-même, non. Parce que c'est un métier qu'on aime, c'est un métier qu'on veut faire, c'est un métier qu'on veut continuer à faire. Mais aujourd'hui, tous les salariés, une grande partie des salariés se posent la question sur ce problème de valorisation de leur métier et pour certains, de leur acquis professionnel. Parce qu'ils disent, nous n'avons plus de métier. Il y en a même certains qui disent, courir derrière une fuite, ce n'est plus un métier. Je cherche, je ne fais rien de mes mains. Le travail risque de perdre son sens, que le travail risque d'être saucissonné, subordonné en quelque sorte à des logiques de rentabilisation, donc à des logiques économiques, et du coup subir une sorte de soustraction du sens que les salariés veulent donner au travail. Le sens, ça pourrait être l'idée qu'il y a un apport contributif à l'utilité sociale, le sentiment de produire utilement pour la société, soit des choses matérielles, soit des services. Et on peut être sur un plateau clientèle, par exemple, pour offrir des informations sur l'électricité ou le gaz, ou travailler dans une centrale thermique ou sur un barrage hydraulique pour justement produire ce bien de consommation de première nécessité qui est l'électricité, qui nous donne l'accès à la civilisation moderne. Donc le premier risque, c'est cette fameuse implosion du sens. Après, évidemment, ces formes de précarisation peuvent conduire à un appauvrissement des salariés, à un appauvrissement à tous les échelons, y compris non seulement pour les ouvriers ou les agents de maîtrise, y compris pour les cadres. C'est-à-dire, comme autrefois on avait la croissance qui soulevait, un peu comme la marée montante, tous les bateaux, là, avec les nouvelles modalités de l'organisation du travail, on a le phénomène inverse. Tout le monde, en quelque sorte, se trouve dans une sorte de déclin du point de vue de l'influence économique, et puis il y a une minorité privilégiée d'une certaine manière qui en profite. Par rapport à la direction, j'aimerais bien qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prône des valeurs de scope social, de famille. Moi, j'attends qu'à voir, quoi. Enfin, je veux dire, je peux vous donner un exemple très concret. En tant que chef de famille, vous ne mettez pas votre enfant dehors. Tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture où, avec Covid, c'est compliqué de trouver du travail. Aujourd'hui, les salariés ne peuvent pas payer, si vous voulez, les erreurs de l'employeur quand il n'a pas anticipé ou n'a pas mieux anticipé l'arrêt de la relève. Les salariés n'ont pas à le payer. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que mettre les moyens sur le reclassement, je pense que c'est la moindre des choses pour des salariés qui travaillent en moyenne chez nous, les releveurs, en 10 ans de boîte. Donc, c'est-à-dire que cette loyauté des salariés envers les services n'a pas été payante. On a un dumping social au cœur même des entreprises où les médias mainstream ont parfois tendance à dire que les salariés sont privilégiés. Voilà, si les médias parfois mainstream venaient un peu plus discuter avec les salariés, comprendre un peu les organisations de travail qui concernent même ces entreprises qu'on dit à statut, ils verraient que finalement la réalité est peut-être moins rose que la vitrine que peuvent montrer ces entreprises.
on se rend compte que la précarisation est partout, la sous-traitance est partout. Sur toutes les starts de l'entreprise, de tout niveau managérial, il y a de la pression. La pression, elle commence en donnant des ordres comme ça, de quantité et non de qualité. Et toute cette chaîne va descendre jusqu'au niveau des exploitants. Et puis ben voilà, les gens vont faire du mieux qu'ils peuvent. Ils vont se mettre la pression, chacun se met la pression, hein, parce qu'on vous compare tout le temps, parce qu'aujourd'hui, il y a des tableaux avec des graphiques, avec carrément des noms. Aujourd'hui, on met carrément les noms, des meilleurs, des moins bons. Ben, ça crée déjà des conflits. Ça crée du mal-être. Voire se rabaisser, puisque dire, ouais, moi on ne veut pas me former, c'est que je ne suis pas bon. Moi, on ne me met pas dans cette catégorie de certains qui ont formé parce que je suis non apte. Et c'est tous les jours comme ça. Nous avons des salariés qui se plaignent tous les jours sur les sites, qui sont en mal-être, mais qui disent mais c'est comme ça. Je fais avec ce qu'on me donne aussi. Et c'est aujourd'hui une réalité. Les salariés souffrent dans le silence et personne ne veut écouter chez nous. Le risque de la sous-traitance pour le statut, c'est du fait qu'on amenuise notre expérience, que les exploitants n'ont plus ce savoir-faire, qui doivent faire maintenant, c'est pas les mêmes métiers. Et du coup, on a moins de personnes, il y a moins de rapports de force aussi auprès de la direction qui, eux, s'enrichissent parce que eux, c'est comme des champignons. On en met un, ça pousse partout. Et nous, non, au contraire, nous, on nous en enlève parce que dès que les anciens partent, les anciens qui étaient déjà des gens chevronnés, qui connaissaient leur métier, les mecs, on pouvait pas leur raconter la messe, attention. Hein. Là, on met un petit jeune et le petit jeune, on le façonne. Ou alors on met personne. Voilà. Puis du coup, finalement, les troupes elles diminuent. Et après, il y a qui pour se battre pour notre statut ? Il n'y a plus personne. Il y a les syndicats, il y a les gens qui croient encore en leur statut et il y a les nouveaux qui ne savent pas encore les enjeux. Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise, la sous-traitance ? Alors pour moi, je pense que ça leur rapporte beaucoup. En fait, ça leur empêche des embauches. Donc des gens qui sont payés à minima 1 200 € tous les jours pendant des années, parce que qu'on se le dise, si on rentre à GRDF ou Enedis ou tout ça, c'est des boîtes qu'on a envie de rester, parce que c'est quand même des boîtes familiales, hein. C'est des boîtes historiques. Moi, je suis fière de faire partie de la boîte, mais parce qu'on en fait. Voilà, je me bats pour revenir à une renationalisation, mais voilà. Mais aujourd'hui, voilà. Mais ils gagnent parce qu'en fait, ils font des économies là-dessus. Les conditions de travail des sous-traitants sont pas du tout les mêmes que pour nous. Comme je vous disais, nous, pour bien travailler, par exemple, quand on fait il peut arriver qu'on fasse des branchements simples. L'entreprise, dans la matinée, elle va en faire 4 ou 5. La boîte, GRDF, les exploitants vont en faire que 2. Parce qu'ils sont faits dans les règles de l'art, parce qu'ils sont faits en toute sécurité des biens, des personnes et d'eux-mêmes. Mais 5, c'est 5 pour une personne. Hein. Je vous dis pas, il n'y a pas 5 personnes sur les... Là, c'est une personne en fait 5. Donc ça veut dire c'est du travail, c'est du travail d'usine. C'est comme l'équivalent de poser les compteurs actuellement. Là, les mecs, ils font du chiffre, quoi. C'est ça. C'est hop, travail d'usine, on pose. La sécurité, on voit après. Hein. Une fois qu'on s'est mis en gaz, c'est bon, c'est là qu'on voit. La responsabilité, il faut la mettre à quel niveau ? La responsabilité d'une entreprise ou la responsabilité de ceux qui gèrent les choses ? Je pense que c'est plus ceux qui gèrent les choses qui mettent la pression. En l'occurrence, les donneurs d'ordre. Parce qu'on donne des objectifs. Les donneurs d'ordre savent le nombre de branchements qui sont faits par jour, le nombre de tirages qui est fait par jour, le nombre de compteurs qui est posé par jour. Avec un certain nombre de salariés, on peut se dire, on compare le réalisé avec les gens. S'il y a une cohérence, c'est bien. Si la balance elle est déséquilibrée, c'est qu'il y a un problème. Et ça, on ne veut pas le faire. Et quand on le demande, on dit que ce n'est pas notre problème, en tant que représentant du personnel. À chaque fois, on nous dit que ce n'est pas votre périmètre, ça ne vous regarde pas. On génère d'autant plus de risques
qu'il y a de la multi-activité, c'est-à-dire une multitude d'entreprises qui interviennent sur différents chantiers, par exemple. S'il y avait une seule entreprise qui intervenait, la maîtrise des risques, je parlais bien des risques professionnels, hein, qu'ils soient physiques ou psychosociaux, est beaucoup plus, je ne vais pas dire simple, mais beaucoup plus intelligible que quand j'ai une myriade d'entreprises qui interviennent avec leurs propres risques. On ne sait pas très bien si les salariés sont tous bien formés, etc. etc. Voilà. Donc ça, effectivement, ça comporte ses propres risques. Et bon, évidemment, quand on travaille sur à proximité du gaz, on comprend très vite que le droit à l'erreur n'est pas forcément permis. Mais voilà, donc forcément, l'exposition des salariés au risque professionnel est d'autant plus important qu'ils sont précaires. La peur du lendemain étant une autre instance de fragilisation du salariat, mais également une instance de fragilisation de la santé des salariés. Au début, on n'avait pas forcément de manifestation, si vous voulez. Et plus la date approche, et puis vu que ils font plus que ce qu'ils doivent poser, donc automatiquement, ils sont en avance sur le contrat. Et le fait est de pouvoir bien travailler en même temps, et c'est comme si vous signez la fin de votre contrat en avance, et ben automatiquement ça rend une situation anxiogène. Le fait de revenir parfois à des activités qui s'apparentent à du salaire à la tâche, finalement, poser X compteurs, avoir un objectif de poser X compteurs dans une journée, c'est pas la même chose que d'être dans une entreprise qui organiserait mieux les choses en termes de conditions de travail, d'organisation de travail, effectivement. Là, le salarié de l'entreprise sous-traitante, pour peu qu'il ne soit pas très bien formé en termes de maîtrise des dangers, de maîtrise des ficelles du métier, bah, effectivement, il s'expose à des dangers physiques et psychologiques également. Que dans ce mode de fonctionnement d'une économie qui valorise à outrance la sous-traitance, c'est qu'il y a des impacts en termes de risques psychosociaux. Alors évidemment, ça pose des questions de sens au travail, de manque de reconnaissance, évidemment, quand je travaille dans une entreprise où le seul modèle, c'est de diminuer les coûts pour pouvoir récupérer le marché demain, voilà, bah forcément, ça a un impact sur les salaires, la rémunération, et du coup, sur la reconnaissance. Ça a également un impact sur le sens au travail. Pourquoi je fais tout ça ? C'est quoi le sens d'avoir ces rythmes, ces cadences imposées ? Ça pose des questions importantes. Aujourd'hui, on est même sur le point de doubler la rentabilité parce qu'on multiplie plusieurs activités sur la pose de compteur de gaz, par exemple. Si vous voulez, on vous rajoute la pose du détendeur. Donc ça fait deux marchés bien distincts, mais surtout, le salarié est payé qu'une seule fois. Pour les détendeurs et tout, ouais, c'est une bonne chose. Après, de toute façon, tant qu'on gagne en capacité, on va dire, c'est pas le bon mot, mais tant qu'on gagne en capacité, tant qu'on gagne en compétences, c'est toujours une bonne chose. Après, dans ma société, ils ne valorisent pas vraiment l'ajout de compétences, en fait. Changer des détendeurs et changer un compteur, la pression du gaz, c'est pas la même, c'est des choses différentes. Et moi, ça s'est fait comme ça, allez hop, vas-y, c'est bon. Tu fais ta formation, allez hop, c'est réglé. Qui en est des CDIC, clairement, il nous a pris pour des imbéciles. En parlant des postes de compteurs gaz, aujourd'hui, il leur rajoute une tâche supplémentaire, c'est-à-dire le changement de détendeur en plus du compteur gaz à changer. C'est quand même une tâche qui prend entre 15 et 20 minutes. Il leur rajoute 5 minutes de travail par compteur pour une tâche qui en prend entre 15 et 20. Il leur rajoute 5 minutes. Et il nous dit clairement, non, bah, ils ne travaillent pas plus et ils n'ont pas plus de tâches à accomplir. Il l'a répété maintes et maintes fois. Sans oublier qu'ils oublient de compter le temps de trajet, en fait. Voilà. Et on lui dit, mais vous avez deux marchés en un, vous augmentez vos revenus, mais par contre, les revenus des salariés, ils n'augmentent pas. Vous parliez effectivement des charges de travail. Aujourd'hui, quand effectivement on vous dit de mettre un détendeur en plus en 5 minutes, moi je vous le dis, on vous envoie au casse-pipe. Parce que c'est impossible d'un point de vue sécurité sur un réseau gaz de faire ça dans ces délais-là. Ça veut dire que vous prenez des risques pour vous, pour votre santé et votre sécurité, parce que le gaz, c'est pas des bonbons et des cacahuètes. Si ça crache du gaz, c'est votre vie que vous risquez sur le truc. Vous risquez votre vie, celle des usagers, celle d'autres collègues, donc c'est la santé et la sécurité. Pour moi, ils ne travaillent pas en toute sécurité.
travaillent pas forcément dans les règles de l'art, parce que quand on fait une fouille d'1 mètre sur 1 mètre et que c'est pas... Ou alors qu'on fait 5 branchements dans la matinée, tandis qu'on normalement le prescrit en veut que 2, moi je trouve que voilà, la sécurité elle est pas là. On n'a pas le bilan, enfin on est tenu normalement d'avoir dans notre CHSCT, enfin CSE maintenant, les bilans des accidents du travail des sous-traitants. Et soit on l'a pas, soit ils nous donnent pas les chiffres, soit les chiffres sont tronqués. Quand on est sous pression, quand on travaille pas en toute sécurité, pour moi, ouais, au bout d'un moment, on a du mal. La circulation aussi, ça fait des RPS, parce qu'on est au téléphone, les mecs, ils arrêtent pas, donc du coup, voilà, tout ça fait qu'au bout d'un moment, on craque. Quand vous avez un accident du travail, il faut aussi le dire à GRDF, parce que mine de rien, c'est nous qui vous employons, c'est nous qui payons. On doit savoir tout ça. Et ensuite, évidemment, c'est de continuer à dénoncer ces pratiques de sous-traitance, surtout quand on voit de plus en plus ces sous-traitances en cascade, les sous-traitants de rang 1 un peu mieux traités que le sous-traitant de rang 7. Mais voilà, c'est des choses aussi qui existent. Enfin, la sous-traitance en cascade, où à la fin, le donneur d'ordre, dans les faits, se disculpe totalement de sa responsabilité vis-à-vis des salariés du rang N-7 par exemple. J'ai un truc qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit. Je sais pas si vous avez entendu, avant que vous rentriez, il a dit si vous voulez pas, j'irai prendre des sous-traitants. Donc on prend des sous-traitants. C'est un truc sans fin. C'est-à-dire qu'il y a les agents statutaires, on prend des potes comme vous avec qui ont encore moins de droits que chez nous. Et vous, après, quand vous ouvrez votre gueule, ils sont prêts encore à prendre des gens qui vont encore avoir moins de droits que vous. Et après, il n'y a plus du tout de suivi, on ne sait plus ce qui s'est passé. Parce que c'est le sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Encore une fois, moi je fais partie de ceux qui font passer, surtout dans le gaz, la sécurité avant tout. Mais après, il y a des gens qui n'ont peut-être pas osé parler ou autre. Eux, on va leur mettre la pression. Et voilà, de toute façon, sans parler de grosses catastrophes, il y a quand même déjà eu des soucis, je pense, dans la sous-traitance, que ce soit avec ma société ou d'autres. Pour GRDF, il y a forcément eu des soucis. Quand on ne contrôle pas les cadences, quand on laisse faire les choses, forcément, au bout d'un moment, il y a un dérapage. Ils gèrent ça comme ils gèrent une agence immobilière ou autre. Pour eux, c'est qu'une histoire de chiffres. Le danger qu'il y a derrière et tout, à aucun moment ça a été pris en compte. Dans une société, je pense, comme GRDF, c'est leur cœur de métier. Ils sont au courant de tout ça. Dans une société comme la mienne, où c'est pas du tout leur corps de métier, ils cherchent qu'à se diversifier, la finalité, c'est... voilà, il y a un souci. On n'avait pas pu anticiper. Mais vous regardez que les chiffres, que l'argent qui rentre. Vous regardez pas ce qui se passe derrière, les remontées qu'on fait, tout, ça n'intéresse personne. Pour les chiffres, vu que les salariés vont être embauchés, on va dire oui, le chômage baisse et machin et tout, mais 3 ans, 4 ans après ou 5 ans après, on revient au même résultat. Les salariés ont passé 5 ans de leur vie, ont été formés sur des activités où après ils deviennent compétents, mais derrière ils n'auront plus de débouchés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces salariés ? Et encore une fois, encore plus pour la société des services, qui est une scope qui est axée sur le social. Donc on pourrait amener ces salariés à monter en compétences et à faire de nouvelles activités, puisque l'équation sine qua non, c'est que les services travaillent toujours avec Enedis et GRDF. Et là, on reste toujours dans le cadre de l'électricité et du gaz. Et on pourrait ces salariés pourraient plus monter en compétences, et justement, ils sont amenés à travailler sur le réseau. Ils sont compétents. Mais derrière, on n'a pas de statut et on a des conditions beaucoup plus précaires que les donneurs d'ordre. Et encore, à la rigueur, ça, c'est pas dérangeant, mais derrière, si vous voulez, c'est du contrat précaire. Ça reste du contrat précaire. Et toutes les sociétés tendent vers ces contrats précaires-là, aujourd'hui. Ça va devenir une fatalité, en soi. Il y a du boulot, là, pour la fin de nos contrats. On va creuser des tranchées, par exemple, je sais pas. On va nous apprendre à faire des trous dans le sol. Colas recrute. Ce sera toujours mieux que le chômage. Le travail, on le veut. Il n'y a aucun souci, on est courageux, on est bosseurs. Les chiffres, généralement, ils sont tenus, même si c'est très dur. Voilà, les chiffres, ils sont tenus malgré malheureusement la cadence. Mais voilà, on est des bosseurs, quoi.
On est des bosseurs, je pense qu'on mérite, d'avoir une certaine reconnaissance, aussi minime soit-elle. Une certaine reconnaissance, parce que merci, ça nourrit pas. Une poignée de main, ça nourrit pas. Ça ne mettra jamais à manger dans l'assiette de ma fille. Jamais. Je préférerais baisser mon salaire et avoir un contrat où, grosso modo, je peux dormir sur mes deux oreilles, plutôt que de vivre comme en ce moment, en fait. Le salaire est plutôt, il est plutôt correct, mais si on commence à réfléchir le soir, on ne dort pas. De nos jours, on cherche toujours à économiser, à économiser, à faire, à polluer le moins possible. Voilà, c'est une forme de pollution. Hein. C'est une forme de pollution. Pourquoi est-ce que on te prendrait toi pour être formé à un certain type de travail ou sur le gaz, par exemple, alors que moi, je suis déjà formé. Pourquoi est-ce qu'on va te faire venir, toi, en bagnole, dans un centre de formation, on va recommencer des formations, on va payer des formateurs, on va payer des salles, on va payer des repas, on va tout payer, alors que nous, on est déjà là et qu'on a déjà les connaissances et les compétences. C'est du gâchis. Chacun essaye de voir plus loin que les mois qui vont arriver, quoi. Bah ouais. On essaye d'amorcer le truc parce qu'on veut, on a peur que ça s'arrête et qu'on soit au chômage, quoi, tu vois. En tant qu'avantage, on n'a absolument rien du tout, mais vraiment absolument rien. On a zéro. On n'a pas de CE, on n'a pas on n'a rien. Je sais même pas quoi énumérer puisqu'on n'a jamais eu quoi que ce soit. Si, ils nous donnent la prime pour manger à midi, le panier repas, qui est de 9 €. Et on a une prime qui est tous les 3 mois. Et le rendement, la présence, c'est-à-dire que celui qui est en arrêt maladie, par exemple, ou qui est en accident de travail, il ne touchera pas la prime. Après, le plus important, c'est pas ça. C'est bien d'avoir des avantages. Moi, j'aimerais bien avoir un CE, avoir quelque chose pour ma fille que je paye moins cher que dans une boutique. Un jouet ou des baskets à 50 € pour les enfants, c'est super cher. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'avoir un contrat de travail qui va durer dans le temps. C'est le temps. C'est ça qui même si on n'a aucun avantage, même si on n'a pas de bouteille d'eau, même si on n'a pas de... Tant qu'on a un contrat qui va nous faire travailler, qui va nous faire gagner de l'argent, à la sueur de notre front, c'est le plus important. Le reste, franchement, si demain on me dit, on te donne rien du tout en plus de ton travail, j'accepterai. Si on me dit on te donne un travail avec une durée indéterminée où ça va durer dans le temps, je signe tout de suite là. Je prends mon stylo et je signe. C'est le plus important. La stabilité, c'est le plus important. Le reste, c'est pas grave. Si j'ai moins d'argent pour partir en vacances ou pour acheter une bagnole un peu moins jolie ou quoi, ça c'est pas grave. Du moment qu'on a de quoi travailler, de quoi payer nos loyers, de quoi remplir le frigo, s'occuper de nos enfants, c'est le plus important. Moi, grosso modo, c'est réglé que dans 1 an, merci, au revoir. C'est pas... on n'est même pas dans leur sujet de conversation. Dans un monde où c'est l'ironie de la situation dans laquelle on vit. On est dans un monde où on allume la télé, on fait la guerre au chômage, patati patata. Mais pourtant, on est les premiers à faire tout pour créer du chômage, en fait. Alors que c'est des sociétés qui sont pérennes, qui génèrent des millions d'euros, pour gagner encore plus, pour les actionnaires, pour les primes, pour les dirigeants de la société, c'est pas grave, s'il faut en virer 10. Dans une société qui génère des millions et des millions, c'est quoi 10 employés? C'est pas grand-chose, laissez-les vivre. Parce que là, vous enlevez le pain de la bouche des gens, en fait, quand vous faites ça. Mais bon, c'est toujours pareil. On avait un contrat, on nous a pas forcé à le signer. Si on n'est pas content, la porte est ouverte. La porte peut être qu'ouverte. Là, ils attendent déjà, ils ont mis de l'huile devant. Au cas où on passe, on sort tout de suite. Mais ça viendra. En espérant... Il n'y a pas de bois à toucher, mais en espérant que je sois plus chez LS, en espérant que je sois plus chez LS à ce moment-là. Mais ça va arriver, sûr et certain.
Je le dis aux copains statutaires, ce qui se passe pour les camarades d'LS Service, c'est un laboratoire de ce qui nous attend, nous, dans les mois et les années futures. C'est-à-dire qu'en fait, on a des entreprises de services publics qui sont en train aujourd'hui de faire un laboratoire grandeur nature avec des sociétés sous-traitantes qui ne respectent absolument pas le droit du travail, qui gèrent une main-d'œuvre tout à fait précaire. Et en fait, ce qui se passe pour les collègues aujourd'hui, bientôt ça nous arrivera. Donc d'une part, on est évidemment solidaires, ça c'est l'ADN de la CGT, mais d'autre part, je pense qu'on est pleinement concernés par ce qui se passe aujourd'hui et que le sort de ces camarades-là, c'est le sort qui nous attend si on ne fait rien et si on ne se bat pas pour que ces copains-là soient embauchés chez nous de façon statutaire et deviennent des véritables agents du service public. Le SNB qui est jamais réévalué à sa juste valeur, enquête les personnels, hein, c'est notre fiche de paie à la fin du mois, c'est les augmentations de salaire. Les avancements qui sont en train de revoir toujours à la baisse, en fin de compte, de plus en plus, les IEG essaient de gratter un maximum sur tous les acquis, sur le salaire. Si on baisse mes salaires pour la sécurité des tiers et des biens, il n'y a pas de problème. Je ne trouverai aucun problème. Moi et tous mes collègues, tous ceux qui aiment notre entreprise, on n'a aucun problème. On préfère laisser nos plus gros salaires de l'année pour l'avenir de nos entreprises. Mais il est hors de question qu'on nous utilise pour juste remonter du cash à une certaine catégorie de population. C'est pas normal. Ils profitent tous les jours de nous gratter quelque chose pour juste remonter du cash. Et c'est même pas pour la sécurité. Ça serait pour la sécurité, on dirait rien. C'est pas le cas. Aujourd'hui, les acquis dérangent, que ce soit en France, et aujourd'hui, on essaie de toucher à ces différents statuts uniquement pour mettre tout le monde au même niveau. Pour moi, la stratégie, c'est de revendre notre boîte, revendre GRDF au prix le plus bas. Parce que dans tous les cas, celui qui rachètera GRDF, il aura la distribution qui vaut déjà 95% des revenus. Donc voilà, c'est tout bénef pour le revendeur. Si en plus ils font sauter le statut, bah, c'est encore mieux, il n'aura pas besoin de faire ça. Donc du coup, ouais, la sous-traitance c'est fait pour ça. Des économies, nous dépouiller, nous GRDF de nos compétences, de notre savoir-faire, et dézinguer notre statut. Voilà à quoi elle sert la sous-traitance, selon moi. Et l'idée, je pense, du patronat, des actionnaires, c'est de vider de sa substance au maximum le statut. Bon, vider de sa substance, là, en l'occurrence, c'est de faire partir, c'est surtout pas recruter au statut et pour montrer qu'on peut faire autrement. Évidemment, le coût social, le coût environnemental, le coût en termes de santé-travail n'est jamais posé dans ces cas-là. On parle uniquement, évidemment, du coût comptable froid. On réduit les groupes, on crée des bulles de salariés qui se font la guerre tous les jours. Ceux qui sont en travaux, ceux qui sont en clientèle, ceux qui font que de l'IS, ceux qui sont flexi, ceux qui sont bons à rien. On a même chez nous, pour certains managers avec un manque important de professionnalisme, ont pour eux des gens qui sont des bons à rien. Et ça, c'est inadmissible quand on entend ça. L'idée, évidemment, c'est toujours le démantèlement des entreprises intégrées de l'énergie. Donc là, on poursuit toujours le mouvement. Il y a toujours l'idée de rentabilité. Pour le statut des salariés, c'est de le fragiliser. C'est, entre guillemets, plus ou moins de le vider de sa substance. Bah oui, quand les sous-traitants font à peu près tout ce qu'il est possible de faire qu'un statutaire pourrait faire, je fragilise d'office le statut des IEG. Je fragilise également aussi, à long terme, la possibilité même que le statut puisse se développer. Parce que si aujourd'hui on pourrait tout à fait imaginer un système où dès lors que je travaille, comme il existait avant, finalement, dans le secteur de l'énergie, je suis au statut. Voilà. Là aujourd'hui on a tellement externalisé, y compris dans le cœur de métier, que ça devient potentiellement compliqué pour le statut. Les recrutements au statut en évolution chutent. Voilà. Donc qu'est-ce qui restera quand les salariés actuellement au statut seront partis en retraite? Si on continue toujours à précariser, à sous-traiter tout ce qui est possible de l'être. Si on fait intervenir que les prestataires, bah demain on aura besoin de moins de salariés. Le statut, ceux qui le défendent, bah c'est les salariés. Et moins il y a de salariés,
plus le statut peut être éclaté à tout moment. On peut éclater un statut de 1000 personnes, on ne peut pas éclater un statut de 46 000 personnes. C'est pas la même chose. Pour l'avenir, l'inquiétude que j'ai, c'est que on devienne une entreprise uniquement de distribution à revendeur, en fait. Que le métier de chargé d'affaires disparaisse, parce que c'est sous-traitable, hein, on n'a pas besoin de chargé d'affaires. Que tout disparaisse, en fait, que notre entreprise telle qu'on la connaît n'existe plus, que l'entreprise historique n'existe plus. C'est un combat qui ne concerne pas que la CGT ou même qui ne concerne pas que les salariés des services, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, clairement, même au niveau des usagers, aujourd'hui, vous allez avoir un service de moindre qualité et comme je le disais tout à l'heure, ne pas ressentir le prix sur la facture. Aujourd'hui, c'est un combat que tout le monde doit mener dans le sens où on tend vers plus rien. Concrètement, on tend vers plus rien. Alors, par contre, les conséquences sociales, elles sont terribles. Hein. Enfin, quand je dis sociales au sens très large, c'est parce que tu as aussi les conséquences sanitaires en termes de santé. Voilà, les gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ne savent pas s'ils auront un contrat la semaine prochaine et ce qu'ils vont donner à bouffer à leurs enfants, oui, ça joue. Et puis deuxièmement, tu as des conséquences quand même au niveau social. C'est en termes de... On a parlé de la balkanisation des entreprises, du salariat, mais tu as aussi la balkanisation de la société au sens plus large. C'est-à-dire que quand tu es toujours en guerre pour choper un contrat, et que tout le monde est comme ça, en guerre pour choper un contrat, ça pose quand même une société qui est un petit peu différente de celle à laquelle tu n'as pas la peur du lendemain, quoi. Enfin, ce qu'on pourrait appeler la sécurité sociale. Voilà, si elle n'existait pas, on l'appellerait la sécurité sociale. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu es assuré, aucun risque, notamment celui de pouvoir manger le mois prochain, qui peut dire qu'on est dans une société qui est vivable à long terme? Je pense pas, en fait. La renationalisation de GRDF, c'est la solution. L'idée, ça serait de reconstruire le peuple de l'énergie avec des gens qui peuvent avoir un statut comme le fameux statut des IEG et avec la satellisation de sociétés grandes ou petites et qui travaillent dans le secteur, qui constituent évidemment des éléments fondamentaux sans lesquels on ne peut pas concevoir aujourd'hui ni production d'électricité, ni production de gaz, ni production de services avec lesquels on vit aujourd'hui avec le niveau de civilisation qui est le nôtre. Informer les salariés, informer les citoyens que la sous-traitance dans tous les métiers, pas que dans le mien. Les salariés eux-mêmes, ils ne sont pas responsables. Les donneurs d'ordre sont responsables. Parce que ces salariés-là, quand on les croise, ils disent « Ouais, mais moi, j'ai des contrats chantier. » La première fois que j'entends dans ma carrière, chantier. Je suis temporaire. J'ai pas d'avenir. J'ai pas de vision sur mon futur. Mais toi, tu en as plus que moi. Nous demandons à nos entreprises de leur donner à ces salariés-là, qui sont sur nos ouvrages tous les jours, de leur donner la même vision des choses que moi j'ai dans cette entreprise. Pourquoi j'ai signé dans cette entreprise? C'est tout ce qu'on demande. La même chose pour tous ceux qui touchent aux ouvrages, c'est des gaziers. Ces gens-là, on les appelle des prestataires, c'est des gaziers. Ils font le même métier que moi il y a des années. Aujourd'hui, on m'a enlevé mon métier, certes, mais c'est mes collègues, c'est des gens qui font le même métier que moi, qui ont les mêmes compétences et qui peuvent rentrer dans nos entreprises sans problème.